Merci beaucoup Nathalie, c'était vraiment très très intéressant et je pense très éclairant. Je l'espère pour vous et puis pour nous. Donc, comme convenu, on a un temps d'échange qui est prévu. Alors, je mets tout de suite le petit chat. Et donc, vous pouvez poser vos questions. Peut-être je peux demander à Nathalie, Agnès et Malika peut-être de venir au pupitre pour que les échanges puissent se faire euh, plus facilement. On va commencer par vous, hein, parce que vous êtes déplacé. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, est-ce que vous avez finalement, est-ce que vous êtes reconnu dans ce qui a été présenté, je veux dire, sur le plan théorico-pratique et sur le plan pratique par les différents orateurs? Donc, je vais me déplacer, je vais essayer de ne pas tomber. Alors moi, pendant une dizaine d'années, effectivement, je suis intervenue directement en hospitalisation pour les maladies Crohn. C'était pas systématique et effectivement, c'est plutôt à vous à en faire la demande, peut-être de voir un psychologue quand vous le sentez que c'est important pour vous. À des moments comme l'hospitalisation, moi, je pense que c'est des moments un peu propices parce qu'on vit toujours une crise, en tout cas dans son corps à ce moment-là, et que ça peut être un moment pour commencer à mettre des mots et peut-être prendre le temps d'une rencontre. Après, aujourd'hui, dans notre société, la proposition n'est pas faite du tout de manière systématique. Et l'accès aux psychologues est très difficile puisqu'en CMP, vous ne serez pas reçu de manière très accueillante puisqu'on va faire de la psychiatrie en CMP aujourd'hui. Et donc, on ne va pas faire de la psychologie médicale et l'accompagnement. Hein. Tu es d'accord avec moi, Malika, ou pas? Alors, euh, euh, alors, moi, je travaille quand même avec les CMP. Alors, Un petit peu, mais c'est très rare. alors, après, là où je rejoins Agnès, Hmm. c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis les années 80, on a assisté à une mutation du soin psychique, du soin psychiatrique. C'est vrai qu'il a introduit les hôpitaux généraux. Hein, donc, vous l'avez vu, on fait partie du service de psychiatrie de liaison et de psychologie médicale. Et l'objectif étant d'identifier, que chaque service identifie effectivement les besoins. Après, ce qui est important, c'est que même si un service n'est pas doté de vacations de psychologue ou de psychiatre, hein, eh bien, c'est peut-être de pouvoir le proposer de telle façon à ce que le patient puisse s'en saisir pour en faire la demande quand il est, parce que vous parlez de la temporalité du besoin, à quel moment, effectivement. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est peut-être qu'on en fasse la proposition pour que le malade puisse s'en saisir pour en faire une demande quand c'est le bon moment pour soi. Alors après, on peut le faire soit effectivement au sein de l'hôpital, soit en libéral. Et puis maintenant, il y a parfois des associations qui ont des vacations de psychologues. Voilà. Hein, et puis après, il y a effectivement le recours du CMP. Après, effectivement, il y a des délais d'attente qui sont colossaux, pardon, les délais d'attente. Donc, Et qui répondent, effectivement, ouais, qui répondent pas toujours à la demande justement d'un patient qui, à ce moment-là, peut-être a plus besoin. Hein, parce ça s'inscrit dans cette temporalité dont on parlait, hein, qu'on maîtrise pas. Et à ce moment-là, on aurait besoin plus de s'arrêter et de commencer à actionner ce processus de mise en évidence que la lutte, il va falloir s'arrêter, quoi. Ce que je peux peut-être ajouter, moi je trouve que c'est vraiment une très très bonne question, une très bonne remarque, parce que euh, petit 1, je pense que dans le domaine de la cancérologie, la consultation d'annonce, et je dirais, est quand même quelque chose qui a été beaucoup travaillé, euh, très organisé, donc aussi financé avec des moyens, avec du temps. C'est-à-dire qu'évidemment, une consultation d'annonce, ça demande du temps à la fois aux médecins, mais aussi aux personnes, aux professionnels de santé qui accompagnent cette consultation d'annonce, notamment les psychologues. Et je pense que la cancérologie a pris ça à bras le corps, estimant que l'annonce diagnostique d'un cancer était peut-être ce qu'il y avait de pire à subir. En fait, dans votre témoignage et dans ce qu'on a entendu, et ça, je pense que c'est pas forcément extrêmement bien
diffusée dans la communauté médicale, c'est que finalement, l'annonce d'un diagnostic de maladie inflammatoire chronique qui n'est pas l'annonce d'un cancer, dans le sens où il n'y a pas un risque vital, en tout cas immédiat, et quelque chose qui est un petit peu sous-estimé. Et c'est-à-dire que quand vous parlez effectivement du médecin un peu triomphant qui a le diagnostic, c'est parce que lui-même a été finalement dans la démarche diagnostique où il ne savait pas ce que vous aviez. Donc, une sorte aussi d'anxiété médicale à répondre à la question de savoir quel patient, parce que ça peut être une maladie de Crohn, ça peut être autre chose. Et donc, la démarche en elle-même est chronophage, prend du temps et prend finalement de l'énergie psychologique aussi au médecin. Et finalement, ce qui est pour vous une annonce diagnostique un peu de rupture, apparaît pour le médecin comme un aboutissement pour lequel il est presque content, comme vous le dites, de le dire. Et ça, c'est quelque chose qui est très vrai de ce que vous dites là. Et on n'a pas assez travaillé, je pense, la notion de concession d'annonce de Ce qui est maladie. intéressant dans ce que tu dis, c'est que justement, et d'ailleurs, je pense que ce que vous disiez et que vous ameniez, c'est que en fait, finalement, la première annonce qui est peut-être un peu plus triomphante, hein, là, comme tu as exprimé, en fait, elle peut être aussi une petite annonce et que finalement, ce sera que la deuxième annonce avec les complications et peut-être une autre phase aiguë qui va amener une demande et vraiment un processus de perte et de deuil. En fait, et lors de la première annonce, il y a peut-être une solution, un diagnostic, et c'est pas proposé, mais peut-être et le patient n'en a pas forcément besoin, mais je pense que on peut en avoir besoin peut-être dans une deuxième phase ou une troisième même, et que le patient pourrait être même embarqué dans le fait qu'il a une solution Ouais, dans la tout à fait. première annonce. Et donc, C'est pour dire intéressant. que c'est beaucoup moins structuré dans le domaine des maladies inflammatoires que dans le domaine de la cancérologie en termes de diagnostic d'annonce, ça c'est sûr, par aussi, clairement, il faut le dire, manque de moyens. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens actuellement humains pour faire une concession d'annonce en bonne et due forme comme on le fait en cancérologie. D'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour donner une note d'espoir quand même, c'est que moi, quand j'ai fait mes études médicales, je dirais la notion d'annonce diagnostique n'était absolument pas abordée. Sachez maintenant que dans les études médicales, et on fait nous-mêmes, on forme les étudiants avec des cas pratiques, donc des mises en situation pratiques d'annonce qu'on appelle de mauvaises nouvelles, où c'est élaboré d'ailleurs avec des psychologues, et on forme les plus jeunes médecins à annoncer, parce que comme vous disiez très bien, moi maintenant je le sais avec mon expérience, mais je peux dire que les jeunes médecins ne le savent pas forcément, les mots qu'on prononce à ce moment-là restent gravés à jamais. Alors moi je le sais bien, les médecins qui ont un peu d'expérience le savent bien, les plus jeunes ne le savent pas, mais on insiste beaucoup là-dessus dans la formation qu'on peut faire. On fait un petit peu attention à ce qu'on dit. On reste parfois maladroit, évidemment, hein, mais on le sait, et on sait que c'est des moments extrêmement importants pour les patients, leur entourage. Les mots qui vont être prononcés vont durablement marquer, en tout cas jusqu'à la phase de reconstruction que vous évoquez, en tout cas vont durablement marquer les mois, voire les années qui suivent. Donc, mais je pense que là, ce que vous dites doit être travaillé clairement sur l'annonce diagnostique. C'est sûr que c'est un axe. Hein. C'est important ce que vous dites, la question du toucher. Parce qu'effectivement, il fut un temps où le médecin pouvait prendre cette place même au chevet du malade et même voilà, poser sa main sur l'épaule. Et c'est vrai ce que vous dites, c'est que d'ailleurs les étudiants de médecine de troisième année, puisque je donne cours avec ma collègue, et eux-mêmes ont attiré l'attention sur le fait que bien, le toucher tend à disparaître. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur Launay, mais et que du coup, il y a même je crois que c'est l'université de Bordeaux et qui a fait un très bel article dans le journal Le Monde. Et il y a une formation qui se remet en place sur eh bien, ce fameux examen clinique là, cette première consultation, cet examen clinique où on réintroduit cette notion du toucher. D'ailleurs, alors quand je dis, alors je ne parle pas du milieu uniquement hospitalier, hein, d'ailleurs même certains patients le disent bien, eh bien moi, mon médecin généraliste ne me prend plus l'attention, voilà. Il y a quelque chose, je crois qu'il y a un mouvement là, assez au niveau de la temporalité qui s'accélère un peu pour beaucoup de soignants, hein. Et il est important effectivement de reprendre cette notion de temporalité, comme je disais, mais surtout la temporalité de celui qu'on a en face de soi.
qui, lui, est dans une position de vulnérabilité, parce que être malade, par définition, c'est être vulnérable. Donc, ça veut dire aussi qu'on doit s'ajuster à la vulnérabilité de l'autre. En tant que soignant. Il y a deux choses à dire là-dessus. La première, là encore, je pense que le domaine de la cancérologie l'a bien montré, c'est-à-dire que l'empathie médicale au moment du diagnostic ou du suivi a un rôle extrêmement important, y compris sur le contrôle de la maladie. Donc, ça veut dire qu'un médecin qui est compréhensif, qui va écouter, on sait que ça joue, y compris sur les réponses thérapeutiques. Donc, c'est vrai que c'est important. Et la deuxième, je pense qu'on est aussi, il faut le reconnaître, en 2024, par rapport, là encore, moi j'ai un peu d'expérience maintenant, parce que j'ai commencé mes études de médecine dans les années 90, donc ça va faire quand même 30 ans, donc j'ai vu aussi l'évolution médicale. Alors, il y a un côté positif, c'est qu'on est arrivé à une médecine extrêmement moderne, dans lequel on va faire beaucoup d'examens, des scanners, des IRM, des choses extrêmement perfectionnées qu'on n'avait pas avant, hein, quand j'ai commencé. Et avant, on avait beaucoup d'examens cliniques qui étaient extrêmement importants. Et donc, on palpait les patients, on auscultait les patients. Et donc, le contact physique était quelque chose qui était, je dirais, normal, habituel. Maintenant, on se retrouve à plutôt passer notre temps à essayer de pleurer pour avoir une IRM cérébrale ou une IRM médulaire rapidement. Et puis, finalement, à dire, ah bah, ça y est, ouf, j'ai eu mon diagnostic, et voilà, vous avez une maladie de Crohn, et puis à palper. Hein. Et donc, je pense que alors là aussi, pour donner un élément positif quand même dans mon discours, c'est que les années 90, c'était très clinique, très peu paraclinique. Les années 2000-2020, c'était l'explosion de la technologie, qu'on va dire, que l'on voit. Mais là, je trouve qu'il y a un retour de balancier. C'est-à-dire qu'on se rend compte quand même que la technologie, c'est très bien, mais ça ne remplace pas le contact, la discussion et l'examen clinique. Et clairement, je peux vous le dire, dans la formation médicale maintenant qui est en train d'être faite, il y a clairement la remise à l'honneur de l'examen clinique, de l'interrogatoire, de la discussion, de la palpation. On apprend aussi aux étudiants à palper, y compris sur des mannequins, pour qu'ils soient moins pusillanimes quand ils voient des vrais patients. Donc c'est en train de revenir parce qu'on se rend compte que ça ne peut pas se résumer avec un scanner, un compte-rendu de scanner et une tape dans le dos, quoi. Je veux dire, Et finalement, on soigne autre chose que l'organe et la maladie, mais la personne et sa maladie. Et ça, c'est vraiment en train de revenir clairement. Enfin, je pense que vous rassurer là-dessus, je le vois très clairement là-dessus. Non, mais ce que vous dites est très très important et ça rejoint ce que moi j'observe, mais que nos confrères, consorts psychologues ou patients observent. Ce que moi je vois de plus en plus, c'est ce que j'appelle quasiment du stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'il y a dans la façon dont est annoncée la maladie, si elle est particulièrement annoncée de manière, on va dire, peu à droite, voire violente, les conséquences peuvent être vraiment funestes, hein, très clairement sur la personne elle-même et son entourage. Alors là encore, je pense qu'on ne va pas faire de langue de bois. Je pense qu'il y a aussi, autant il y a des personnalités très différentes parmi les patients, parce qu'on est tous différents, autant il y a des personnalités très différentes parmi les médecins aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins quand même un peu psychologues, des personnes plus ou moins empathiques, des personnes qui ont plus ou moins la notion que ce qu'ils vont dire va être important, de la façon de le dire, etc. Ce n'est pas complètement partagé par tout le monde et que on essaie d'améliorer ça. Et en tout cas, encore une fois, sachez que c'est une question qui, je trouve, reprend une importance à l'heure actuelle, notamment hors champ du cancer. Voilà, je pense que c'est ça, parce que le cancer, encore une fois, était un peu pionnier là-dessus sur beaucoup de choses, parce que, pour les raisons que j'ai indiquées, mais clairement, cette prise en compte, cette prise de conscience que la période de l'annonce diagnostique et le suivi de l'annonce diagnostique, avec les conséquences qui ont été évoquées ici, de bouleversement complet, que ces premières minutes d'annonce diagnostique sont quelque chose d'extrêmement important et pour lequel il faut être formé aussi. Je pense que c'est clairement ça. Et donc ça, je peux vous le dire, en tout cas, c'est pris en compte à l'heure actuelle. Voilà. Donc je pense que les effets vont se faire sentir dans les quelques années qui viennent avec les nouvelles générations qui vont arriver. Mais il y a une prise en compte de ça. Donc voilà, votre expérience malheureuse, on peut espérer qu'elle
qu'est-ce qu'on ne renouvelle pas? Ça se renouvellera quand même, hein, je pense, malheureusement, mais il faut que ce soit le moins possible. On va prendre quelques petites questions Et moi, pour dans le finir, chat. j'ai quand même tendance à dire à chacun des patients, finalement, plus vous allez poser des questions, plus vous allez exister en face du médecin avec votre problématique, plus vous allez ramener de vous dans cette consultation, au plus vous arriverez aussi à avoir vos réponses et à avancer, ou plus vous allez vous-même demander peut-être une aide supplémentaire. Il ne faut pas hésiter à questionner, parce qu'on est dans une médecine très technique et que finalement, si le médecin va pas directement vous rencontrer vous, c'est à vous de l'aider à vous rencontrer finalement. Ce qui est difficile, hein. Oui. Il n'y a pas une annonce, il y a beaucoup d'annonces et plusieurs annonces. Et en une annonce, il y a beaucoup de choses qui sont annoncées. Et donc, l'annonce, elle peut durer 4, 5, 10 rendez-vous, en fait. Alors, le patient expert, c'est une personne qui est porte-parole du patient, qui va intervenir dans le domaine de la sensibilisation et de l'information auprès des autorités de santé et politiques, auprès du grand public, auprès des médias. Et nous, en tant que patients experts dans le domaine de la sclérose en plaques, cette année, on travaille également sur la reprise de diagnostic. On a déjà longuement travaillé, on a eu un projet de parcours optimisé du patient dans la sclérose en plaques. On a émis avec l'aide du laboratoire Roche, mais la partie département patient qui nous finance les brochures. Donc, on a édité un fascicule, un beau fascicule, où on démontre au patient qu'il a lui-même un intérêt à devenir acteur de son propre parcours de soins et qu'il a toujours, même si on ne lui propose pas, une équipe pluridisciplinaire autour de lui. Donc, ce sont des leviers qu'il peut actionner à tout moment de sa vie avec sa pathologie pour justement essayer de voir le bout du tunnel, avoir les informations qui vont bien avec son parcours de vie, toujours dans l'intérêt d'avoir une meilleure qualité de vie. Et ça, sachez quand même, moi je suis mandatée aussi à l'ARS, je suis au COPIL régional des maladies neurodégénératives et les lignes bougent. On a, nous, des patients experts aussi au comité national des personnes en situation de handicap. Donc, il y a des propositions de loi qui sont faites justement, non pas spécialement pour les personnes qui ont une CEP, mais pour toutes les autres personnes en situation de handicap. Quand on a un obstacle, on est fatigué, on est déjà handicapé. D'accord? Donc, faut pas, où on est en perte d'autonomie, si vous voulez. Donc, sachez que les lignes bougent tout de même. Moi-même, j'interviens auprès des étudiants en fac de médecine, fac de pharma, enfin ici, et on les, comment dire, on ne va pas dire les formater, mais on les sensibilise à travailler avec un patient expert, quelle que soit la pathologie, et il y en a en oncologie aussi qui font très bien, qui sont très très bien, et qui viennent travailler en parallèle, collaborer avec le clinicien pour avoir l'expérience clinique et l'expérience justement l'expérience de la maladie pour un meilleur accompagnement, une meilleure prise en charge. Donc, sachez qu'il y a des dispositifs qui existent et ça, vous pouvez en avoir connaissance par le biais de vos associations. Je pense que c'est très important que vous compreniez ça. C'est-à-dire que la notion de patient expert, c'est quelque chose qui est quand même relativement récent. Mais par exemple, dans le cas de la formation médicale, à l'heure actuelle, on organise des sessions pour l'ensemble des étudiants où ils se forment à interroger sur telle ou telle pathologie avec des patients experts. Donc, c'est quand même incroyable. Enfin, incroyable dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, avant, ça n'existait pas. Donc, on était très théorique. Maintenant, on apprend à faire des consultations, y compris des consultations d'annonce, avec des patients qui ont une pathologie, qui connaissent bien la pathologie, qui ont été formés pour être patients experts. Et donc, évidemment, ça améliore beaucoup les choses quand même en termes d'interaction pour des jeunes médecins qui ont 22, 23 ans, 24 ans. C'est quand même pas non plus facile pour eux d'avoir l'expérience et d'avoir le background nécessaire pour comprendre les impacts que vont avoir leurs paroles, etc. Donc, il faut aussi un peu de compréhension vis-à-vis d'eux. Je vais aussi un peu les défendre. Mais
il y a un vrai changement de paradigme à l'heure actuelle sur la formation des professionnels de santé pour mieux prendre en compte cet aspect d'annonce, d'accompagnement et effectivement ne pas considérer qu'on est juste là pour traiter, en fait, mettre en route un traitement médicamenteux et voir que ça marche pas et sur des paramètres un peu hors sol et qu'il y a une personne derrière et que c'est aussi important d'en tenir compte. Je pense que c'est pas une vue de l'esprit de dire que maintenant on en prend plus compte quand même. D'accord, c'est pas parfait. Il y a un problème de temps aussi, hein, clairement, hein, médical pour lequel on est un tout petit peu pressuré, mais il y a en tout cas une prise de- de conscience. Je pense que très Il n'y a clairement, pas de ressources. il n'y a pas de ressources à l'heure actuelle, mais donc ça veut dire aussi que, comme on le disait, il faut qu'on fasse preuve d'inventivité. C'est-à-dire que d'une part, il faut que nous, on se forme à mieux le faire. D'autre part, il faut aussi, malheureusement aussi, que les patients soient proactifs là-dedans et que si vous ressentez un besoin ou un côté mal à l'aise parce que finalement, ça ne vous correspond pas la façon dont ça a été annoncé ou les informations ne correspondent pas, il y a les médecins, il y a les associations de patients qui sont là aussi Il y a pour les infirmières référentes, souvent. les infirmières référentes, les psychologues aussi, évidemment, pour aider. Donc, il ne faut pas aussi hésiter à provoquer finalement la discussion parce que euh, vous n'êtes pas qu'un malade parmi d'autres, d'accord? Même si nous, moi, en consultation, je vois 20-25 patients par consultation. Et donc, même nous qui sommes sensibilisés, il y a parfois le sentiment qu'on fait un petit peu d'abattage, mais vous êtes unique, vous avez votre pathologie. Et donc, faut pas hésiter aussi à vous exprimer, à dire, ben, non, ça, j'ai pas compris, etc. Et généralement, c'est pas mal pris, en tout cas, et c'est plutôt bien, mais on n'a pas le temps, effectivement, souvent, de faire un truc parfait à chaque fois pour tous les patients. Voilà. Déjà que les médecins font partie de la société, donc il y a des gens bien, des gens moins bien, comme partout, dans tous les métiers, dans tous les choses. Mais ce que vous dites est très intéressant parce que finalement, voilà, vous êtes reparti chez vous à pied. Je pense que vous souviendrez toute votre vie de quand vous êtes sorti de la pièce, quand vous avez marché. Là, vous vous souvenez de la couleur du ciel. Vous vous souvenez, enfin, pour moi, c'est vraiment du stress post-traumatique. Enfin, je veux dire, de l'expérience traumatique claire. Et oui, c'est sûr que c'est pas idéal. Ouais. On a bien vu quand même que l'annonce diagnostique pour les maladies inflammatoires chroniques, c'est un vrai sujet, d'accord que ça n'est pas idéal, ça on le sait, mais je pense qu'aussi c'est clairement un processus, c'est-à-dire qu'il y a la première annonce, consultation, mais il doit y en avoir d'autres, et surtout il y a un accompagnement qui est à faire, et il y a un côté aussi, Notamment dans le phénomène chronique. notamment dans le phénomène chronique, il y a à s'améliorer du côté des professionnels de santé, et puis du côté des patients aussi, peut-être être proactif aussi dans cette démarche. Bon, moi, je pense qu'on a progressé hein, globalement sur cette question. Et donc, c'est la pause. Hein.